y a dans la mentalité des femmes, le plus jeune, plus petite, le mieux c'est. Donc je vois toutes les mamans, filles qui sortent ensemble, ça se voit que maman essaye de faire comme la fille. Évidemment, c'est un échec total parce que quand tu as 50 ans, tu peux pas faire comme ta fille de 18 ans. Alors qu'elle essaye de s'habiller pareil, maquiller pareil, coiffer pareil. Ça se voit la différence d'âge. Cet été, je vous emmène en voyage à travers les continents pour aller rencontrer des femmes de toutes les cultures qui, elles aussi, traversent la ménopause. Je suis partie à la recherche de celles qui rient en nous voyant nous morfondre à la première ride, celles qui partagent tout des secrets de leur mère et de leur tante, celles qui nous envient notre accès gratuit au traitement hormonal, un voyage pour nous décentrer de notre regard de Françaises occidentales qui ont peur de vieillir. Alors, est-ce que la ménopause, ça se passe mieux ailleurs ? Et c'est bon ici aussi. Super. C'est parti. Eh bien, bonsoir Lisa. Bonsoir Aude. Merci de venir chez moi ce soir, après l'école, avant de récupérer les enfants. Voilà, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Puisque nos enfants sont ensemble en 5e. Voilà. Et on s'est parlé à un pot de parents il n'y a pas très longtemps. Exactement. Et tu m'as dit que tu étais effectivement franco-japonaise, que tu avais les deux cultures et tu as accepté de répondre à mes questions voilà, aujourd'hui. tu as sauté sur moi. Un peu, ouais. Tu es japonaise, je veux t'interviewer. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait. Ouais. Ah, c'était chouette. Ce qui m'intéresse aujourd'hui de comprendre, c'est comment se vit la ménopause au Japon. Parce que les femmes en France, elles fantasment totalement sur le Japon. Ce mot konenki fait rêver les Françaises en disant elles ont tout compris, elles ont appelé ça second printemps, c'est elles qui ont raison. Elles vivent une ménopause divine, d'abord parce qu'elles n'ont pas de symptômes, parce qu'elles mangent beaucoup de soja. Et ensuite parce que elles ont compris le sens du renouveau de la femme à 50 ans. Oui. Et j'aimerais savoir si c'est vrai. Alors, je ne veux pas te décevoir tout de suite, mais j'ai jamais entendu parler de cette expression, belle expression de second printemps. J'ai même fait la recherche sur Internet, mais je n'ai pas tombé là-dessus. Donc, je ne sais pas d'où vient cette belle idée que j'adore, mais malheureusement, je n'ai jamais entendu parler là-bas. Je pense que ça vient d'un livre. Je crois que quelqu'un a écrit un bouquin. Peut-être, c'était une proposition parce que la preuve que c'est pas super bien vécu par les femmes au Japon parce que c'est un sujet d'abord tabou. On ne parle pas beaucoup librement et ouvertement sur les sujets de vieillissement liés au sexe surtout. En plus, les femmes, on se parle beaucoup, mais on ne s'exprime pas de manière publique. Donc, s'il y a une proposition, c'est parce qu'il n'y a pas d'interprétation ni manifestation sur le sujet. Et alors, du coup, c'est quoi le mot ménopause en japonais ? Heikei, c'est un terme médical. Donc, il n'y a pas d'expression poétique, malheureusement. Voilà. Est-ce que ça veut dire comme en français l'arrêt des règles ou est-ce que c'est une autre Fermeture, oui. Fermeture. Ouais. Effectivement, rien de positif à ça. On va dire ça comme ça, oui. Est-ce que c'est vrai que les femmes ont moins de symptômes que les Françaises du fait qu'elles ont une alimentation riche en soja ? Ah, ça, je ne sais pas dire parce que j'entends parler des femmes, ça dépend de cas par cas. Il y en a qui souffrent beaucoup, il y en a qui passent sans vraiment voir les côtés négatifs. Donc, c'est vraiment cas par cas. Je ne sais pas dire de manière générale, c'est plus simple pour les Japonais à cause de... Voilà. C'est fou ça, parce que ça veut dire qu'elles ont la même situation qu'en France ou en tout cas dans les autres pays. Possible, c'est qu'il y a un quart des femmes qui le vivent très facilement, un quart très difficilement et la dernière demi, elles le sentent passer. Mais... Oui, bien sûr, évidemment, j'ai entendu parler des femmes qui, toutes les mêmes symptômes, qui transpirent beaucoup, la chaleur, qui prennent le poids. Les femmes sont des femmes. Hein. Il n'y a pas de miracle japonais en fait. À ma connaissance, non. Toi, comment ça s'est passé dans ta famille ? Est-ce que tu as vu ta mère traverser la ménopause ? Oui, je l'ai vue transpirer d'un seul coup beaucoup. Et il m'a expliqué ce qui s'est passé, mais pas plus que ça. J'étais encore petite et je me demandais ce qui s'est passé. T'as chaud, c'est pas normal, t'as mal, t'as quelque chose. Et puis il m'a expliqué que voilà, c'est le passage des femmes obligatoire et ça peut arriver qu'on transpire beaucoup. Est-ce qu'elle a pris un traitement hormonal de la ménopause ? Je pense pas. C'était pas du tout populaire à l'époque et même aujourd'hui, c'est pas assez connu. Par contre, elle a une très bonne amie qui est spécialiste médecine de domaine. Elle essaye de faire connaître ce traitement et apparemment, ça fonctionne même pour les hommes.
La même chose arrive pour les hommes aussi et il peut avoir les dépressions, il peut avoir, plein de problèmes, changements, physiques, chez les hommes aussi bien que les femmes. Ma mère avait un ami qui avait beaucoup de problèmes, partout et on ne comprenait pas pourquoi. Il a été chez des médecins, mais on n'a pas compris pourquoi. Et elle en a parlé par hasard à sa copine. Elle a dit: «Bah, fais-le venir, peut-être j'ai, le remède» et apparemment ça a marché très bien et au bout de 3 4 séances, il est devenu beaucoup plus fashionable. Il a commencé à parler avec les réceptionnistes, voilà, donc c'est quelque chose, qui pourrait marcher pour tout le monde. Effectivement, le traitement hormonal pour les hommes, on peut prendre de la testostérone Mmh. et effectivement, quand on a des bouffées de chaleur, ça fonctionne. Voilà, exactement. Et pour revenir à ta maman, est-ce que tu penses qu'elle s'est soignée avec, des traitements, Je pense pas. particuliers ou de la médecine traditionnelle chinoise ou autre chose? Non, elle n'est pas très médecine chinoise, donc elle a rien fait, elle est passée juste comme ça. Mais j'ai pas de souvenir qu'elle a souffert beaucoup ou elle n'a pas pris le poids, voilà, elle a juste, à moins que je sache, elle a beaucoup transpiré. Est-ce que les femmes, tu penses, elles en parlent entre elles au Japon aujourd'hui? Possible. C'est pas tout à fait mon genre, donc je n'en parle pas beaucoup avec mes copines au Japon. On en parle plus ici avec mes copines françaises parce qu'elles sont plus ouvertes, voilà. On s'échange de manière plus open. Mais au Japon, les femmes se parlent entre elles ou pas? Bien sûr, mais quand je vois mes copines, c'est pas tous les jours, hein. Chaque fois je rentre au Japon et je vois mes copines, on parle d'autre chose que les problèmes, intimes. Ouais, je Mmh. comprends tout à fait. Et toi alors? Oui, La ménopause, oui, je suis en train de passer. ça donne quoi? Rien. Tu as pas de Ah bah, symptômes? je crois que je suis, une des chanceuses. J'ai pas du tout de symptômes pour l'instant. Par contre, j'essaie de faire plus d'efforts physiques, hein. C'est plutôt positif pour moi parce que ça me complique pas, parce que j'ai beaucoup de déplacements, j'ai un métier qui m'oblige d'aller au chantier, tout ça, donc toutes ces gestions, logistiques, ça me facilite plutôt qu'autre chose. Et puis, au niveau physique, ben, j'ai pas de perturbations, Je vois que tu as les cheveux très longs et oui. très bruns et j'ai entendu dire qu'on avait tendance à se couper les cheveux au fur et à mesure qu'on prenait de l'âge dans les pays asiatiques. Ça se faisait pas de garder ses cheveux très longs. Mmh. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que ça se voit que ça affaiblit. On perd la matière, ça devient plus sec, hein, et ça devient plus, peut-être, moins brillant, voilà, donc la matière se dégrade. Donc beaucoup de femmes se dit que, bon, bah, c'est plus, joli de garder les cheveux longs. C'est vrai qu'on a tendance de couper. Mais toi, ils sont magnifiquement épais, ils sont très beaux tes Pour cheveux. l'instant, je tiens. Je sais pas combien de temps je peux encore tenir, mais voilà, pour l'instant, ça va. Et tu les teins ou Non, c'est naturel? Non, ouais. tu pas du tout de cheveux blancs? Si, 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 il y en a quelques-uns. Bah, surtout ma fille, elle m'a dit, ouais, bah, parce qu'elle est plus grande que moi maintenant, donc elle voit très bien ma tête, hein. Donc, par exemple, hier, on était en train d'attendre le métro et elle a dit: «Ah maman, t'en as un là, un autre là». Bon, OK, c'est bon, tu pas besoin de dire haute voix. Bon, apparemment, j'en ai quelques-uns, je Mmh. vois pas simplement. Mais ça se voit pas trop, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la culture japonaise qui est différente de la culture française? Quel a été ton étonnement quand tu es arrivée en France ou maintenant au fur et à mesure? Oui, ça fait 25 ans que j'habite ici. Donc, bah, j'ai naturellement, la dualité de double culture, hein, que je n'y peut-être pense plus. Mais le premier choc que je me rappelle toujours quand je suis venue en France pour, travailler dans une agence de concepteurs lumière, donc mon maître, designer, j'ai compris que les descriptions de l'espace et la situation se passent par le cœur de sujet. Après, on parle de la situation plus en plus wide. Par exemple, si tu entres dans une salle et tu as une table, bah, tu as un micro qui est accroché sur la table et autour, tu as des meubles assises, il y a la télé, autour, il y a le mur qui sont blancs et il y a un joli rideau, etc., etc. Alors ça, c'est la façon de voir les choses et d'écrire les choses occidentales. Alors qu'en Asie, c'est totalement inverse. On entre dans un espace, on voit que c'est un carré blanc dans lequel il y a des meubles dispatchés, il y a une télévision, cheminée, etc. Et au milieu desquels, il y a une table sur laquelle les micros sont accrochés. Donc, on voit les perceptions d'espace est totalement différente. Et du coup, c'est la façon de penser aussi. On rentre déjà cœur de sujet tout de suite. Ça, c'est la façon française. Et après, on découvre ce qui se passe autour. Alors qu'en Asie, on essaie de comprendre la situation globale d'abord et après, on attaque le sujet. Qu'est-ce que tu trouves plus pertinent? Il n'y a pas plus efficace ou meilleur, hein.
c'est juste la différence, hein. Quand j'ai eu les premières missions que mon ex-patron m'a envoyé aller voir un architecte à Singapour. Première chose qu'il a dit: «Lundi prochain, tu vas à Singapour». OK. «Tu vas chez architecte machin». «Ça se trouve où?» «Alors, tu verras, tu as un escalator». «Quoi? Quel escalator?» «Non, tu verras, c'est un énorme escalator qui monte, machin» et il a commencé à dessiner escalator qui monte, à la porte de chez l'architecte. Mais qui vont rien dire. Donc c'est où cet escalator? Oui, alors donc c'est dans le bâtiment machin qui est annexé à Marina Bay machin et qui est dans quel district? À Singapour. Ah OK, donc j'ai fait le contre-bourg. Je vais à Singapour, je vais à bâtiment Marina machin et je vais quel étage? Je vais voir forcément escalator qui monte, apparemment c'est grand et en montant, je vais aller chez l'architecte. C'est bizarre, hein, ce que tu me dis là. Personne ne te parle de l'escalator avant de te dire où c'est dans Singapour. Enfin, Bah c'est un exemple extrême. Moi, ça m'étonne peut-être, hein, beaucoup, hein. peut-être, mais c'était sa façon de voir les choses, donc j'étais peut-être tombée sur une personne qui est extrême ou peut-être bizarre, mais tu t'imagines bien le choc culturel. Je dis: «Ah OK». C'était assez intéressant, mais bon, c'est un exemple peut-être extrême, mais c'était assez signifiant pour moi. Voilà, je dois changer la façon de dire les choses, sa façon d'écrire les choses. Si je lui parle, voilà: «Je suis en train de travailler pour un projet pour lequel il y a machin et dans lequel, on et que et j'ai un luminaire qui est posé sur la table», il va rien comprendre. Donc c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui ne décrivent pas les choses de manière pareille que je fais et donc je dois faire attention pour que ça soit confortable et compréhensible pour tous. Tu as demandé un effort d'adaptation super important, ça. Non, mais ça m'a fait une ouverture d'esprit parce que ce qui me paraissait normal à l'époque, peut-être pas normal pour tous. Donc ça m'a fait réfléchir comment je peux décrire les choses pour que ça soit clair à tout le monde. Et chaque fois dans mon travail, je vois des gens qui viennent de différentes cultures, différents langages, différentes langues. Et chaque fois, j'essaye de me poser la question, est-ce que cette personne peut comprendre ma façon de décrire les choses? Donc, c'est vraiment prendre le recul pour comprendre, pour imaginer quelle serait l'approche plus simple et évidente pour tous, hein. C'est une communication. Et sur les femmes à partir de la midlife, de 50 ans, est-ce que tu trouves qu'elles ont la même liberté en Europe et en Asie? Professionnellement, non, parce que au Japon, malheureusement, les femmes occupent beaucoup moins de postes importants dans les sociétés. C'est ce qui est connu et qui est dommage. Mais il y a une liberté d'expression, une liberté de vie, c'est garanti. Parce qu'il n'y a pas de tabou dans la société, on peut vivre librement. On a une position importante dans la famille parce que c'est une société plutôt matriarcale. Donc, le plus tu vas dans l'âge de maturité, le plus de pouvoir tu peux avoir dans la famille. Donc, on te traite bien et tu as plus de voix, tu es plus confortable. Alors que dans la société, c'est pas pareil parce qu'on n'a pas de poste qui est attribué aux femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont dans les postes importants. La plupart des cas, ils n'ont pas d'enfants. Donc, c'est une espèce de sacrifice pour les businesswomen au Japon. Et ils pensent, peut-être dans la génération précédente, ils pensent que c'est pas possible d'avoir une carrière tout en avoir la famille et surtout les enfants. Et maintenant, ça commence à changer. Ça change que maintenant, en Ça fait. change que maintenant. Donc, pour moi, Japon, la société pour les femmes, on a 30 ans de recul par rapport à en France. 30 ans de retard Ouais, par 30 rapport ans. à la Ouais, France. c'était mon sentiment, hein. Mais je pense que quand je suis venue ici il y a 25 ans, il y avait quand même la situation qui se passe maintenant au Japon. Aujourd'hui, il y a les femmes partout, dans les réunions professionnelles, il y a des femmes partout, dans les postes, il y a des femmes qui sont importantes, et cetera. Et le Japon, on n'y est pas encore, mais ça commence. Donc les femmes veulent accéder à des carrières. Oui, la chance d'éducation est donnée à tout le monde. Donc, il y a les femmes, enfin les filles qui vont aux écoles, le niveau important, et cetera. Mais après, c'est une fois on est entré dans la société, dans une entreprise, ils sont traités pas de même manière que les hommes et il y a des problèmes de mentalité. Beaucoup de filles pensent que: «Ouais, de toute façon, je ne vais pas rester très longtemps pour toute ma carrière ici parce que la société va vouloir que je parte de la société une fois je serai mariée ou je serai maman
Donc, ils ne prennent pas les choses sérieux. Et est-ce que c'est les femmes qui s'interdisent elles-mêmes de rêver? Je Ou est-ce crois qu'il y a une mentalité un peu de... Et se sent un peu plus réticente. Et plus, il y a un côté un peu passif, hein. est-ce que c'est leur mari qu'une fois qu'elles sont mariées, leur attendent d'elles qu'elles restent à la maison? C'est vraiment la société en général qui voit que ça soit mieux. Et donc, elles se sentent toutes seules, une espèce de pression qui n'existe peut-être pas. Mais c'est difficile. En plus, l'école, le système scolaire au Japon demande beaucoup l'aide des parents, participation des mamans, la disponibilité des parents, etc. Donc, tout ça a changé de manière ensemble. Sinon, les femmes ne peuvent pas juste assumer tout. Pour revenir sur la ménopause au Japon, Oui. en France, on voit commence à voir émerger des grandes figures, des femmes connues pour autre chose, qui se positionnent sur ce sujet-là en disant c'est pas possible qu'on parle pas de nous, qu'il n'y ait pas de rôle modèle des femmes de 50 ans, qu'elles soient tellement invisibilisées dans le cinéma et partout. Aux États-Unis, pareil, il y a Naomi Watts, Mm. il y en a plusieurs comme ça qui ont pris la parole. Est-ce qu'il y a un mouvement un peu similaire au Japon ou pas? Pas encore, hein. Je pense que ça va venir, mais c'est pas encore, très, visible. Au Japon, on peut dire qu'il y a 2 phénomènes. J'ai dit tout à l'heure que c'est pas la culture de parler ce genre de choses, c'est un peu tabou et cetera. Et il y a, dans la mentalité des femmes, le plus jeune, plus petite, le mieux c'est. Donc je vois toutes les mamans, je l'ai raconté, l'autre fois quand on a discuté à l'école, toutes les mamans filles qui sortent ensemble, ça se voit que maman essaye de faire comme la fille. Évidemment, c'est un échec total parce que, quand tu as 50 ans, tu peux pas faire comme ta fille de 18 ans. Alors qu'elle essaye de s'habiller pareil, maquiller pareil, coiffer pareil, ça se voit la différence d'âge. C'est totalement faux. C'est pas ce qu'il faut faire. Ce qui m'a fasciné en France, une fois, il y avait une campagne d'affiches d'une marque de vêtements française. Il y avait maman et fille qui étaient photographiées ensemble et à toutes les séries de photos, maman était la plus belle. Elle était plus épanouissante, elle est sûre d'elle, elle est une femme, elle a sa présence, elle assume. Et la fille, elle est certes, jeune, fraîche, jolie, mignonne, tout ce que tu veux, mais par rapport à maman, elle était complètement effacée. Et quand j'ai vu toutes ces séries de photos, je dis: «Waouh, les femmes françaises, elles assurent». Alors qu'au Japon, c'est autre sens, voilà, plus ça va, ça se dégrade. Ça, c'est dommage. Donc cette mentalité de rester jeune, je veux faire petite, c'est vraiment culturel parce qu'au Japon, tout ce qui est petit, le mieux c'est. Kawaii. Kawaii, voilà. Tout s'explique. Par exemple, les voitures japonaises sont petites. C'est pas parce qu'on n'a pas des sous, qu'on n'a pas, certes, on n'a pas beaucoup de place pour se garer, mais plus petite chose et mieux c'est. C'est écrit déjà dans la littérature de 8e siècle, hein. Les petites sont plus mignonnes. Donc, moi, je suis grande pour une japonaise. Je mesure 1,71 m. J'étais toujours géante à l'école. J'étais la plus grande à la classe. Et on m'a dit: «Oh, t'es grande». En France, quand on dit t'es grande, c'est plutôt positif, hein. Ça veut dire que t'es belle, ta classe, etc. Quand on m'a dit que t'es grande, c'est plutôt négatif. Il y a toujours une nuance négative dans le mot grand. T'es grande. Ça se fait pas. Et quand tu es petite, tu es mignonne, tu es meilleure. Donc j'étais un peu mal vécu mon enfance parce que tout simplement j'étais grande et quand je suis venue en France, on m'a dit: «Ah, tu es grande, tu es belle, machin». Je lui dis: «Oh, sympa ce pays». C'est complètement ça a bouleversé ma perception sur ma taille et avant j'étais toujours un peu ronde pour, me paraître plus petite, je parlais plus petite et cetera. Maintenant, je peux très bien marcher comme je veux, j'ai mes épaules ouvertes, je ça change complètement. Donc ça, c'est d'un côté très fort dans la culture japonaise. Une sens inverse existe aussi, c'est le côté philosophique, hein, venant du bouddhisme. En France, on dit: «La vie est courte». Donc fais ce que tu veux, tu vas regretter parce que la vie est courte, on entend beaucoup pour, challenger, pour tourner la page, pour changer le job, pour tout. Au Japon, on dit plutôt, «La vie est longue, donc tranquille, ça va, tu as encore le temps, tu as encore, d'autres chances à le faire, ne te stresse pas, ça va». Donc c'est drôle de dire qu'au Japon, la vie est longue alors qu'en France, la vie est courte et la longévité, c'est pas forcément, très différente entre 2 pays. Donc la perception est complètement différente, c'est des paradigmes différents. Donc je pense que tout à l'heure, je t'ai dit que les manifestations, les femmes, ça va venir.
Parce qu'il y a cette culture, la vie est longue. Beaucoup de femmes vivent plus que 85 ans au Japon. Après la ménopause, on a plus que 30 ans. C'est quand même une grande partie de la vie. Donc ici, elle ne se manifeste pas pour qu'elle gagne une autre statut ou une autre façon de vivre. C'est dommage. Donc je pense que ça va venir parce qu'on a cette perception de la vie est longue et véritablement longue pour les femmes, la plupart du temps. C'est vrai, tout à fait. Et ton amie, alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle est médecin qui essaie de soigner les femmes à la ménopause? Alors ça, c'est bonne copine de ma mère, hein. Oui. Elle est médecine spécialisée en traitement hormonal. Donc elle a 85 ans, elle exerce toujours, elle a des patients qui viennent tous les jours, elle soigne les gens alors qu'elle est passée de cap de tout, hein. Mais c'est la façon de vivre en tant que femme avec la carrière. Elle a assumé. C'est une des rares femmes qui exerce encore, à son âge, mais c'est fabuleux. Mais il y a des gynécologues. Est-ce que les femmes vont chez leur gynécologue comme en France? Bien sûr, Avec la même régularité? le pilule n'est pas aussi populaire au Japon, donc on y va plutôt pour, la vérification, de cancer de sein, des choses comme ça, mais en France, on a bonne motivation de renouveler La plaquette de pilule, voilà, oui. voilà, donc on y va plutôt pour rien, on y va chez les gynécologues, tous les 6 mois, 1 an, c'est quelque chose assez courant, alors qu'au Japon, c'est pas le cas. Donc un peu moins fréquemment. Ouais, Et est-ce qu'il y a moins de cancer du sein au Japon? c'est pareil, hein. C'est pareil. Ouais, j'ai une très bonne copine qui est décédée à cause de ça. Elle avait même pas 45 ans. Au Japon, enfin, bah, il avait, un statut particulier et n'avait pas un job fixe, donc elle ne bénéficiait pas des vérifications médicales tous les ans. Donc quand elle a trouvé, c'était déjà trop tard. Pourquoi tu dis que c'est lié au job? Parce que les assurances, elles sont liées, Quand tu es freelance, oui? tu n'as pas de médecin de travail qui t'oblige de faire le check, tous les ans. Donc tu dis qu'aujourd'hui, les femmes au Japon, elles vivent la ménopause, elles la vivent de façon assez silencieuse, elles en parlent entre elles quand même. Enfin, il y a pas de tabou sur le fait de parler de choses intimes entre Oui, femmes, si on est, très proche, oui, bien sûr. mais il y a pas de visibilité de ce sujet-là et il y a pas de statut particulier de sagesse des femmes quand elles vieillissent? Parce qu'il y a quand même plus grand respect des anciens qu'en Europe. Oui, tu peux peut-être parler avec ta mère, ta tante, ou tes grandes sœurs, des cousines, mais bah, à ma connaissance, il n'y a pas de métier qui est lié pour en parler. Si tu es toute seule, par exemple, moi, je ne vois pas à qui je peux poser la question. Non, parce que ce que j'avais entendu aussi par ailleurs, mais c'est pas ce que tu me dis, c'est qu'il y a une culture du paraître qui fait qu'on a tendance à pas du tout vouloir dire comment ça se passe dans son foyer et à faire bonne figure vis-à-vis de, je sais Ah pas, les mamans oui, d'école, enfin ce genre oui, de oui, oui, réseau-là. oui, oui. Il y a le côté face qui est très important. Donc, bah, casser le face, c'est vraiment le pire des choses on puisse faire dans notre culture. Il faut être vraiment proche pour parler des sujets aussi intimes. Sinon, une copine, pas forcément superficielle, mais bonne copine, de manière générale, on ne parle peut-être pas. Et puis il y a cette espèce de rivalité qui est très forte aussi, parce que c'est une société qui est assez plate, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont de même cas de figure, même niveau social, hein. Donc la subtile différence fait ça paraît beaucoup. Cas de figure plus typique, tu es, une femme de foyer, ton mari travaille dans une grande société, tu as 1 ou 2 enfants qui est dans une bonne école ou qui essaient d'entrer dans une bonne école. En tant que femme, tu fais tout pour ton mari, tes enfants. Tu travailles un petit peu, peut-être à mi-temps, peut-être plein temps, mais pas un grand poste. Tu dois être meilleur que ton voisin parce que ton voisin est pareil. Ton voisin de l'autre côté, pareil. Toute la classe de ton enfant, c'est à peu près le même cas de figure. Donc, tu dois être meilleur que les autres, donc tu caches tous les problèmes que tu peux avoir chez toi. Et tu peux avoir plein de problèmes comme tout le monde. Mais oui, c'est la vie, ça arrive, c'est quelque chose qui n'existe pas au Japon. Mais toi, tu l'as vécu comme ça, petite? Tu voyais que ta maman et les autres mamans, elles se comportaient comme tu le décris? J'avais un cas très différent que les autres parce que j'étais la seule enfant dans la classe dont maman travaillait en plein temps avec une carrière importante. Donc j'étais, un peu victime de ce stéréotype, surtout il y a 40 ans. «Ah ma petite, tu es spéciale ou tu as un problème», comme tous les enfants, chaque enfant est différent, chaque enfant a un problème.
ou particularité, mais on a collé l'étiquette de enfant de maman qui travaille. Ah, ma petite, ma pauvre, parce que ta maman n'est pas là, t'es comme ça. Donc, c'était quelque chose qui m'a un peu imposé d'être pauvre petite, hein. Donc, je pensais que j'étais pauvre pas financièrement, mais pauvre, parce que maman n'est pas là. Et j'ai eu une crise d'asthmatique. À un moment donné, j'ai compris que c'est pas forcément le sujet. Asthmatique est parti. Tu as développé des symptômes parce que on t'a fait croire qu'il te manquait quelque chose alors que tu avais juste une super maman qui se trouvait à Voilà. privilégier aussi ta carrière. Aujourd'hui, je pense comme ça. Mais c'était quelque chose qui était imposé. Mes grands-parents, les voisins, les mamans des copains, les profs, les maîtresses à l'école, tout le monde était dans ce registre. Donc plus de conformisme, tu trouves, qu'en France? Aujourd'hui, maman travail, c'est pas rare, hein, du tout. Ma fille, elle doit pas vivre la même chose que moi. Et je suis plutôt contente qu'elle soit scolarisée en France, parce qu'elle est grande, donc elle doit pas vivre la même chose que moi. Et c'est quoi les règles que tu veux pas passer à ta fille? Tu as cette double culture, tu as cette chance. Je suis sûre qu'il y a des choses que tu veux lui transmettre, des valeurs que tu veux transmettre, et d'autres sur lesquelles tu dis non, ça passera pas. C'est le respect. Respect aux autres, c'est quelque chose de fondamental. Au Japon, c'est forcément très important. Respect aux gens plus âgés, dans la famille, comme tu viens de dire, mais respect pour tous, hein. Respect pour la nature, respect pour la ville, respect pour... on ne jette pas les déchets dans la rue parce qu'on respecte ton quartier, on respecte le lieu que tu visites. Donc, c'est le respect. Donc, c'est la valeur, mais de toute façon universelle, hein. Je ne pense pas que c'est pas forcément japonais, mais peut-être la notion est plus évidente et plus présente dans notre culture. Oui, tu trouves? Ouais, respect. Tous des embouteillages. J'en parlais avec mon mari qui était en voiture l'autre jour et il a dit: «Non mais au Japon», parce qu'il conduit au Japon quand on y va, mais au Japon, ça peut pas exister parce que on respecte les autres, on essaye de penser aux autres, comment l'autre penserait sur toi. Donc si tu dis que ah, l'autre personne veut peut-être passer avant, tu laisses passer. Comme ça bloque pas. Alors qu'en France, tout le monde met le nez dans le carrefour et ça bloque totalement. Parce qu'on essaie de passer, gratter 1 centimètre partout, et jusque ça se coince totalement, verrouillé. Et il a dit, au Japon, ça peut pas exister l'embouteillage comme ça parce que on fait passer les autres et on essaie de comprendre comment réguler la situation. C'est un peu ce que je disais tout au début, voir le carrefour ensemble de carrefour au lieu de penser à ton phare de voiture. Ça, c'est marrant parce que on dit en France, je crois qu'il y a même des sondages qui en parlent, qui disent que les gens se transforment totalement quand ils sont au volant. Ils ne sont plus les mêmes. Oui, ils se mettent à insulter tout le monde ça, et puis ils redeviennent extrêmement urbains et polis quand ils sortent de leur voiture. Ouais. Il y a, ça, c'est aussi pas faux. Ouais. Quand on skie aussi. Ah bon? T'as pas remarqué? Non. Quand on skie, tu deviens totalement téméraire, alors que tu peux être quelque chose qui est très doux. Ouais. C'est un peu le même phénomène. Toi, ce passage de la ménopause, tu m'as dit que tu n'as pas de symptômes. Comment tu te sens? Est-ce que c'est la fin des règles au sens figuré pour toi? Est-ce que c'est un moment de renaissance où tu vis d'abord pour toi? Est-ce que tu sens quelque chose changer en toi ou pas spécialement? Pas spécialement. Je continue ma vie. Je suis plutôt libérée parce que j'ai moins de sujets. Un sujet de moins. Voilà. Tout est en ordre. Oui. Et comme je t'ai dit, j'essaye de faire plus de sport parce qu'au cas où j'ai tendance de prendre le poids, je nage, je fais le danse, voilà. Je me sens plus en forme. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.